Bonjour et bienvenue. Là, enfin, on est à la partie invitée. Et la partie tellement excitante à chaque semaine. On a du monde qu'on aime beaucoup, de qui on apprend, des légendes de partout. Mais là, cette semaine, c'est spécial parce qu'on a quelqu'un qui a eu une énorme influence sur ta vie, qui, selon moi, t'a sauvé, t'a ramené dans le droit chemin. Max, j'aimerais que tu dises un mot pour présenter notre prochain invité. Je te dirais mentor pour moi. Puis t'as pas tort quand tu dis ces mots-là parce que tu arrives junior majeur, tu es en pleine crise d'adolescence, tu cherches ton identité et tu as des gens comme ça qui vont marquer ta vie et qui vont essayer de te garder, je dis bien essayer, te garder ou te mettre sur le droit chemin. Donc, Benoît Gros m'a coaché pendant 3 ans et demi à Gatineau. Comment ça va, Ben? Ça va très, très bien, les gars. Ça me fait plaisir d'être là. Merci de prendre le temps. On sait, là, présentement, tu es à Syracuse. Il vous reste 5 matchs, je crois, à votre saison. Peux-tu nous parler un petit peu comment ça a été cette saison dans les circonstances particulières avec la COVID? Bien, écoute, notre saison, notre fiche, je pense qu'elle est quand même très bonne. Nos joueurs ont été exceptionnels. Cette année, on a partagé notre affiliation avec les joueurs de la Floride. Donc, on est rendu, je pense, à 48 ou 49 joueurs qui ont passé à notre équipe. C'est énorme. Et puis, ça a été... c'est une longue saison par rapport au protocole et puis à ce qu'on vit au quotidien. Là. Puis, je dis souvent, on n'est pas à plaindre, mais c'est une saison qui est très différente. Mais je lève mon chapeau aux joueurs parce que ils ont été fantastiques jusqu'à présent. Et puis, je touche du bois, là. On n'a pas eu de cas de COVID chez nous, etc. On est testé à tous les jours. Et puis, tu sais, c'est pas facile, mais oui, tu sais, on s'accroche et puis on espère finir la saison du bon pied avec nos 5 derniers matchs. Je veux savoir justement, concrètement, dans le quotidien, là, parce qu'un entraîneur arrive au début de la saison puis tu as un plan. Tu veux créer une identité pour ton équipe, une façon de jouer. Tu l'as dit, c'est 48 joueurs qui ont joué un match pour vous. Tu mélanges les espoirs d'une autre organisation, donc qui ont peut-être une façon de penser ou un ADN, une approche différente. Puis en plus que vous êtes, les gros clubs sont dans une course aux séries, puis ils risquent de se rencontrer au premier tour. Ouais. Au quotidien, qu'est-ce que ça l'amenait différent? Y a-t-il eu des situations au début de wow, attends une minute, là, ça, j'ai jamais vécu ça. Comment on doit approcher cette situation-là? Bien, écoute, pas vraiment. J'ai fait un meeting avec tout le monde en début de saison, puis je leur ai simplement dit que il y avait des joueurs de 2 équipes, mais qu'ici, c'était une équipe. C'était le Crunch de Syracuse. Et puis qu'on avait notre façon de faire les choses. Et que les joueurs de la Floride étaient pour être avec nous pendant 4 mois et demi. Et que notre but était le même avec eux qu'avec les nôtres, c'est-à-dire de terminer la saison et que chaque joueur pense qu'il est un meilleur joueur. Et puis, qui devait faire les choses à notre façon. Et puis, dans 4 mois et demi, qu'ils retiennent ce qu'ils veulent. Si ça s'est bien passé, tant mieux pour eux. Puis, dans 4 mois et demi, ils vont être de retour avec Springfield ou Charlotte, je pense qu'ils sont rendus aujourd'hui. Donc, même chose, on a eu les coachs de la Floride qui ont été ici pendant 6 à 7 semaines à des périodes fractionnées. Donc, ils sont venus à 3 semaines du coup. Donc, tout le monde a bien travaillé ensemble. Je pense que nos gars, ils sont exceptionnels. Et puis, les joueurs qu'on a eus des Panthers, je n'ai que des bons mots à dire sur eux. C'est des bons joueurs de hockey, mais c'est des gars là, qui ont été faciles à coacher. Donc, dans l'ensemble, on est vraiment content de la façon dont ça s'est passé. Ben, j'ai une question pour toi à 2 volets. On sait que dans la Ligue américaine, c'est une ligue où tu dois développer les meilleurs espoirs d'une organisation. Moi, je voudrais savoir, ta philosophie, c'est-tu plus important gagner ou développer? Et la deuxième chose, dans une situation où tu as 2 équipes dans la même, 2 organisations, c'est ton système qui prévalait? Ou fallait que tu t'ajustes un petit peu, les gars? Tu comprends que des fois, il faut que tu joues le système de la Ligue nationale, mais tu as des gars de l'organisation de la Floride? Bien, pour nous autres, il n'y a aucun doute qu'à chaque année, le mandat est de développer les joueurs dans un environnement gagnant.
Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire. Tu veux faire des playoffs parce que juste développer des joueurs, tu ne fais pas une série éliminatoire. Il y a un manque là-dedans. Je pense que quand les joueurs sont amenés à jouer des matchs de playoffs, on voit le niveau de jeu qui augmente. Il y a plus de pression. Plus tu te rapproches de la Coupe Calder, plus que tu te rends compte que finalement, c'est un gros trophée. Personne rêve de gagner la Coupe Calder, mais quand tu t'en approches, on s'aperçoit que c'est un trophée qu'on veut gagner aussi. Donc, pour nous, le développement prime. Puis un coup que la game commence, bien, je pense qu'il faut vraiment y aller au mérite. Oui, on a des trios d'établis. Oui, on a une première ligne, puis une deuxième ligne, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, le joueur de hockey, quand il sait qu'il est dans un bon match et puis que le coach ne le reconnaît pas en temps de jeu, je pense que ça nous mène un peu une distorsion entre le coach puis le joueur. Donc, puis c'est la même chose de l'autre côté, quand les gars jouent moins bien et puis qu'ils gardent continuellement leur temps de glace, je pense que ça amène dans l'équipe. Tu sais, les joueurs, ils connaissent la vérité, là. Ils savent s'ils ont bien joué ou pas, puis ils savent que c'est seulement qu'un match. Donc, je pense que quand tu coaches au mérite ou tu essaies de coacher le plus possible au mérite, je pense que c'est la voie à aller, peu importe le niveau. Ça arrive-tu une demande, exemple, de l'organisation, les Panthers de la Floride, de dire place donc ces gars-là ensemble, place ces deux joueurs-là ensemble, ou même sur un avantage numérique, ou peu importe, là, tu es tombé en mode. C'est la nuit. Pas d'électricité à Syracuse. Il n'y a plus de courant dans l'aréna. C'est ça qu'on appelle balado after dark. Non! Hey! Elle est bonne, celle-là. Là, on va te poser des questions très crues maintenant que les lumières sont fermées. Puis on soupçonne aussi Jean-Philippe Côté de faire partie de cette blague-là. Non, mais j'ai dû... c'est parce que ici, les lumières sont au... comment est-ce qu'on dit ça, là? C'est un sensor, dans le fond? Un sensor, c'est ça. Fait que là, tu bouges pas assez. Assis dans le coin, puis le sensor ne se rend pas. Il pensait qu'il n'y avait plus personne. C'est pas mal plus beau comme ça en arrière de toi. Mais moi, ce que je te demandais, c'est est-ce que des fois, ça arrive une demande de l'organisation de dire ces deux jeunes-là, mets-les ensemble. Tu sais, laisse-les travailler ensemble ou ça n'avait pas rapport, tu avais carte blanche vraiment sur tes trios, sur les avantages numériques, peu importe? Ça m'est jamais arrivé de me faire dire mets ces deux joueurs-là ensemble, etc. Ça m'est déjà arrivé de dire on aimerait ça que tel joueur ait plus de temps de glace ou des discussions comme ça. Je pense que cette année, c'était une saison spéciale où, à un moment donné, avec les joueurs dans le Taxi Squad, il y a des joueurs là, qui ont fait la navette Ligue américaine et Taxi Squad. Donc, quand le gars il vient, bien, je pense qu'en tant qu'entraîneur, tu dois comprendre qu'il ne s'en vient pas pour jouer 8 ou 10 minutes par match. Il s'en vient pour jouer 20-25 minutes parce qu'on veut le garder prêt pour... ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, puis on veut le garder prêt au cas où que la Ligue nationale en ait besoin. Donc, tu sais, je pense que ça, c'est pas des commandes, mais je pense que dans ta job, tu dois comprendre les tenants et les aboutissants de ton travail, et puis ça en fait partie. La COVID a compliqué la situation pour le Crunch de Syracuse, pour les organisations, mais je pense pour aussi les joueurs, et surtout les joueurs de la Ligue américaine. Peux-tu nous expliquer un petit peu, ça a été quoi une saison pour eux, là, cette année, d'être partis au camp? Il y en a qui sont sans leur famille. On sait aussi là, qu'ils ont une baisse salariale. Est-ce que tu le ressens un petit peu, l'anxiété du côté des joueurs, puis comment qu'ils vivent avec ça? Aucun doute. Aucun doute. Je pense que c'est une année pas évidente pour les joueurs. Comme tu le mentionnes, Max, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont quitté le Canada là, à fin août, début septembre, pour venir s'entraîner, exemple, en Floride ou à Tampa Bay. Et puis ça, ça a été à leurs frais. Donc, ils sont pas logés, nourris, etc. là, quand ils vont là. Donc, ça a été à leurs frais. Ensuite de ça, ils sont arrivés à Syracuse au mois de janvier. Donc, quand tu pars de chez vous, exemple, le petit gars de Québec qui s'en va s'entraîner en Floride, il faut qu'il paye son logement. Il y a souvent un logement payé au Québec ou sa famille est au Québec, sa blonde ou sa femme.
Ensuite de ça, il s'en vient à Syracuse, qui se prennent un autre logement. Il paye encore au Québec. Il y en a qui ont des enfants. Tu as 53 de ton salaire. Puis si tu es sur ton entry level, comme on dit, ton premier contrat, la paye à la fin du mois n'est pas très élevée. Donc, c'est la première fois vraiment que j'entendais parler d'argent, si tu veux, dans la Ligue américaine, parce qu'il y a beaucoup de joueurs là, qui ont fait non seulement des sacrifices au niveau de leur famille, parce que j'en ai des joueurs là, qui m'ont dit, j'ai un de mes joueurs qui, à un moment donné, il y a 2 enfants à la maison, puis il m'a dit, tu sais, Ben, c'est tough cette année parce que ma famille est à la maison, je les ai pas vus, ça fait 8 mois, mes enfants sont jeunes, financièrement, c'est pas facile. Donc, tu sais, ça a été cette année, puis encore là, tu sais, les joueurs de hockey sont pas à plaindre, là. Mais dans la Ligue américaine, ça a été une saison pour les joueurs de développement, je pense d'un côté sportif, ça a été bon pour eux autres, puis ils ont profité, beaucoup de joueurs ont profité là, des 9 mois d'arrêt pour vraiment prendre une coche au niveau physique. Mais financièrement, je pense que ça leur a donné un coup. Puis l'initiative là, de Jason Spezza avec Toronto, je pense que c'est extraordinaire. Puis c'est sûr que dans la Ligue américaine, là, les joueurs, ils n'ont eu pour leur argent, sans vouloir dire un jeu de mots. Mais dans le fond, c'est sûr que c'est décevant de ne pas pouvoir te battre pour la Coupe Calder et pouvoir gagner la Coupe à la fin de la saison, mais sachant que ton contrat, quand la saison se termine, les payes se terminent, les gars ne doivent pas être trop fâchés de pouvoir justement revenir à la maison puis pouvoir se replacer, ramasser leur baie puis préparer la prochaine. Il y a ça, puis aussi surtout leur famille. Je pense que, tu sais, quand tu étais loin, juste mes coachs ici, leurs femmes, leurs enfants sont à Trois-Rivières, à Shawinigan. Tu sais, ça fait depuis le 1er janvier qu'ils sont ici, les gars. Donc, tu sais, je pense que c'est surtout au niveau familial, mais je pense que c'est surtout une accumulation de tout ça. Je pense que les gens, un joueur de hockey, c'est comme n'importe quel être humain dans la société. On a tous hâte que la COVID soit derrière nous, puis il y a des protocoles très stricts à respecter dans la Ligue américaine, un peu comme la Ligue nationale. Tu vas chez vous, à l'aréna, chez vous, à l'aréna, puis chez vous. Donc, tu sais, c'est ce qu'on disait avec nos coachs quand on va faire l'épicerie. On est tous contents parce que ça nous amène à voir quelqu'un d'autre, là. Mais puis tout le monde est vacciné ici, là. On a eu les 2 vaccins. On est testé à tous les jours. On a nos masques à tous les jours. Donc, tu sais, c'est... non, ça a été... c'est pas terminé encore. Il nous reste 2 semaines. Puis on a parlé avec les joueurs. Il fallait s'accrocher. Pour l'instant, notre saison est un succès d'un point de vue sportif, point de vue développement, mais aussi... je pense, un point de vue d'avoir évité les problèmes de COVID à l'interne. Encore une fois, je touche du bois, puis il nous reste un gros 2 semaines à faire, puis on espère que ça va bien aller. Je pensais jamais entendre mon ancien coach junior, très, très tough, dire qu'il était excité d'aller faire l'épicerie. je pensais jamais entendre ça, Ben, mais bon. On découvre les plaisirs de la vie, les petits plaisirs de la vie. À Max et Bruno. Écoute, Ben, le Lightning... Hey, je m'adoucis en vieillissant. je vois ça. Je t'imagine avec ton panier, ça, de l'organique, c'est super. Ben oui, là, tu dois faire des belles... Fais-tu des vols au vent? C'est quoi ta recette, là, justement, de découvrir la cuisine? On n'ira pas là. Non? On n'ira pas là. Ça sera pas intéressant. Ben, le Lightning de Tampa Bay a remporté la Coupe Stanley saison dernière. Pour un coach de la Ligue américaine, dans la même organisation, comment tu as vécu ça? Hey, écoute, on l'a vécu à distance. On l'a vécu dans le salon chez Gilles Bouchard à Syracuse. Nous, là, on est... Moi, j'ai demandé à mes coachs de venir à Syracuse au début septembre. Parce que en étant à la maison tout l'été, à un moment donné, tu te dis, tu es au Québec, mais tu te tournes les pouces. Et puis,
je voulais regarder du hockey, mais je voulais surtout analyser les matchs de hockey dans les playoffs. Puis pour faire ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être tous les coachs ensemble dans le bureau, de pouvoir regarder le match le lendemain, décortiquer toutes les tendances ici et là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Toutes les équipes qui ont joué dans les playoffs, nous, le lendemain, on se rencontrait tous les matins, puis on a sorti tous les systèmes de jeu de tous et chacun, les tendances des défenseurs, tendances des joueurs de centre, comment ils gagnent leur face-off à gauche, à droite, les défenseurs, ce qu'ils font en sortie de zone. Donc, on a sorti beaucoup d'informations. Puis en même temps, on regardait les séries éliminatoires. Et puis, donc, la finale de la Coupe Stanley, nous, on a regardé ça chez Gilles. Et puis, le plus beau moment qu'on a eu, c'est quand Jeff Alpern, qui est mon ancien adjoint ici à Syracuse, dans le vestiaire, il a fait FaceTime avec nous. Puis, tu sais, Max, que je suis un amateur de cigares. Donc, tous mes anciens joueurs avaient leurs cigares dans la bouche. Puis, on a pu parler avec eux autres un petit moment. Donc, ça a été un moment très réjouissant pour nous autres parce que, tu sais, les gars étaient contents de nous parler. Puis, nous autres, bien entendu, on pouvait leur parler. Auparavant, j'avais été avec l'équipe là, avec les Black Aces un petit bout il y a 2 ans, je pense, quand ils avaient perdu contre Washington. Puis c'est sûr que quand avoir vécu ça à l'intérieur, ça a dû être quelque chose d'extraordinaire. Max, tu le sais, tu l'as connu. Mais nous, on l'a vécu à l'extérieur de la bulle. Et puis, mais ça a été tellement un beau moment pour l'organisation. La coupe appartient aux joueurs tout le temps. Tu te rends compte là, quand tu es là, tu sais, Max, tous les sacrifices que les joueurs font, les shots bloqués, les jeux exceptionnels, un arrêt, l'arrêt de Marc-André Fleury qui a fait sur le face-off la dernière, je sais pas, 10 secondes, 15 secondes, les buts que tu as scorés, Game 7. Donc, tous ces moments-là, c'est des moments qui appartiennent aux joueurs, puis on s'en rend compte vraiment que la coupe appartient vraiment aux joueurs, là. Est-ce que, puis la manière dont tu en parles, oui, c'est un velours pour le travail que tu as fait, parce que c'est sûr qu'au niveau de l'organisation, tu as besoin de tous et chacun là-dedans. C'est pas juste la gang qui est en haut, il y a eu la profondeur, les gars qui sont montés, qui sont venus aider. Est-ce que ça a mis de l'huile sur le feu, sur ton rêve? Tantôt, tu as dit, quand tu nous parlais un peu avant d'entrer en onde, que quand tu étais parti de la France, c'est parce que tu voulais un jour être entraîneur dans la Ligue nationale. Est-ce que ça a mis de l'huile sur le feu de dire... Bon, mais c'est pourquoi, OK, voici pourquoi je fais ce que je fais, puis je fais tous les sacrifices que je fais présentement pour un jour être celui qui est à l'intérieur puis qui va FaceTimer les autres avec mon cigare dans la bouche? C'est ça. Mais écoute, oui et non. C'est un objectif que j'ai à long terme. Ce que je me suis aperçu, les gars, c'est que j'ai 53 ans, j'aime coacher, j'aime beaucoup coacher. J'aime beaucoup coacher dans l'organisation du Lightning. C'est un endroit qui me convient grandement. Mon but de coacher en Ligue nationale, et puis ce sera peut-être comme adjoint, ce sera peut-être en chef, ça, j'ai aucune idée. Mais mon but de coacher en Ligue nationale dans un avenir rapproché. Et puis, on verra. Moi, je laisse les choses aller au quotidien. Ce que je sais, c'est que je me pose souvent la question... Est-ce que, quand j'étais junior, je me souviens quand Julien m'a engagé, j'ai dit à Julien qu'il m'avait sauvé parce que je disais à Julien, j'avais fait le tour du jardin au niveau junior. Ma motivation commençait à baisser. J'avais besoin d'un nouveau défi. Et puis, quand lui est venu me chercher, bien, ça m'a emmené ici dans la Ligue américaine. Et puis, je me souviens, j'ai parlé avec une couple de coachs qui ont coaché 7-8 ans dans la Ligue américaine, qui m'ont demandé, qui sont rendus aujourd'hui en Ligue nationale, qui m'ont demandé ce que j'avais envie de faire. Et puis, tu sais, toutes sortes de discussions que les coachs peuvent avoir ensemble à l'été. Puis, eux, ils me disaient que, Ben, ça fait 8 ans qu'on est là, puis on a fait le tour du jardin. Il faut passer à la prochaine étape. Donc, moi je ne suis pas rendu là encore. Je viens au bureau à tous les jours, puis je suis content d'être ici. On a du fun. On a un coaching staff qui est extraordinaire. J'ai eu la chance, puis ça, je donne crédit à Julien Brisebois pour ça. J'ai eu la chance d'engager les gars de hockey que je voulais. Gilles Bouchard et Éric Veilleux, c'était pas mes chums quand je les ai engagés. J'ai engagé Gilles parce que je trouvais que
c'est un bon coach de hockey. Puis quand nos équipes jouaient contre lui à Gatineau, il était dans notre division. Fait qu'on a appris à le haïr. Puis quand on jouait contre lui, c'était pas facile. Je trouvais que Gilles, c'était un très bon coach de hockey. Puis on a eu l'occasion de l'emmener ici. Puis Gilles a fait de moi un meilleur coach de hockey. Puis Éric Veilleux, c'était pas mon chum non plus. Éric Veilleux, on l'a battu en 2008 dans les playoffs. On s'est même pas serré la main après la finale parce que les playoffs amènent la rivalité. Fait que, mais je l'ai emmené ici parce que je pensais que c'était des bons coachs de hockey, puis c'est ça qu'on veut. Moi, je voulais avoir des bons coachs de hockey avec moi. Puis ces deux gars-là ont continué à m'aider comme coach, à contribuer au succès du Crunch, du Lightning, mais aussi à mon succès personnel d'un côté plus égoïste. Et puis, donc, c'est ça. Je suis très content encore ici. Puis, mon objectif n'a pas changé de coaching dans la Ligue nationale. Mais on y va un jour à la fois. Ben, pendant la COVID, on s'est parlé un petit peu, puis il y a eu écho d'un projet que tu as fait avec John Goyens, Coach's Coffee, quelque chose comme ça qui s'appelait. Puis vous étiez quelques entraîneurs à la base, puis ça s'est développé en une belle relation, de l'information partagée, je crois, par plusieurs coachs passionnés, parce qu'on l'entend quand tu nous parles, tu es un gars passionné qui en mange de hockey, qui aime ça. Peux-tu nous parler de comment ça a commencé, puis qu'est-ce que ça t'a donné, ça, participer à ces meetings Zoom-là avec d'autres entraîneurs? Bien, écoute, ça a commencé tout bonnement. Je suis revenu au Québec l'année passée quand la saison a terminé. On est revenu le 18 mars. Et puis, je pense que John m'a appelé. John, c'est un gars que j'avais invité venir comme coach invité à Syracuse 2 ans. John, c'est un gars qui a un network assez impressionnant de coach de hockey. C'est un coach qui a coaché longtemps à Midget. Et puis, il m'a appelé comme ça. Il m'a dit, ça t'intéresse-tu d'embarquer sur un Zoom avec Jim Montgomery, lui, et puis je pense qu'il y avait Rob Brindamour. Puis ça a commencé comme ça. Il y avait le coach de Kelowna, là, son Mallette, mais son prénom m'échappe. Là. Et puis, donc, tout bonnement comme ça. Puis le lendemain, il y avait une couple de coachs de plus. Puis 3 jours plus tard, je pense qu'on était rendu avec une quarantaine de coachs, des gars universitaires, Mike Babcock, Ken Hitchcock, Barry Trotz. Donc, puis la façon dont ils ont amené ça, les gars, c'est que chaque fois, les coachs pouvaient, eux, amener un sujet, et puis si ton sujet était choisi, c'est toi qui l'expliquais devant tout le monde. Donc, c'est une espèce de séminaire qu'on a fait ensemble. Ça a été vraiment instructif. Dans COVID, t'es pris à la maison. Et puis ça nous a donné un contact extérieur avec les coachs, un contact qu'on n'aurait probablement jamais eu sans cette pandémie-là qui sévissait dans le monde. Donc, on essaie toujours de prendre des côtés positifs. Et puis, ça, sans l'ombre d'un doute, ça en a été un. Ça évolue tellement. Hein? Puis là, tu parles de rencontres Zoom, c'est rendu coutume. Tu parles à tout le monde là, dans n'importe quoi, c'est rendu tout le temps ça. Des fois, même, tu te fais demander des rencontres Zoom. Tu dis, on peut juste s'appeler comme dans le temps, se parler au téléphone. Là, c'est la grosse mode, hein? Mais c'est l'évolution. Puis une des affaires aussi qui a évolué, c'est l'iPad sur le banc. Puis là, c'est un débat, je pense que c'est polarisant. Les gens prennent des deux côtés. J'aimerais entendre ta vision là-dessus. Quand tu vois un joueur revenir au banc puis se mettre les yeux sur un écran pendant plusieurs minutes au lieu de regarder le match, est-ce que ça a été quoi ta première opinion de ça? Puis est-ce que c'est toujours la même ou elle a évolué plus tu as appris à dealer avec ça? Moi, Bruno, j'ai commencé à coacher, j'étais old school. J'ai appris une chose avec le temps, c'est old school. Aujourd'hui, c'est old school et new school. Okay. Donc, je pense que mon opinion sur l'iPad, c'est que trop, c'est comme passé. C'est-à-dire que je pense que oui, c'est important que le joueur puisse se voir, mais si tu sors de la glace, puis à chaque fois tu reviens au banc, tu te regardes, tu sais, à un moment donné, là, c'est pas ça jouer au hockey. T'es là pour jouer au hockey. Puis si on porte vraiment attention à la game, là, OK? Quand c'est 3-3, puis il reste 4 minutes dans la game, il n'y a pas personne qui regarde l'iPad, là.
OK? Quand la game est importante, là, les gars, ils regardent la game, ils regardent ce qui se passe, puis l'iPad, il n'est pas trop dans la discussion. Il va arriver, mais, tu sais, l'iPad, là, c'est les joueurs, je pense qu'ils le regardent souvent en début de match, en début de période. Mais quand c'est 4-1, il reste 5 minutes, là, ils peuvent le regarder, l'iPad. Mais moi, je pense que quand la game est vraiment sa ligne, puis qu'il reste 4-5 minutes, les yeux sont sur le match, puis les gars veulent gagner, à moins qu'il y ait un arrêt de jeu. Parce que souvent, en début de match, ce qu'on voit, c'est que le jeu continue, puis les joueurs ils ont quand même les yeux sur l'iPad. Là. Je pense pas que ça arrive quand les matchs sont serrés, puis je pense pas que ça va arriver quand les matchs vont être serrés dans les séries éliminatoires. Je pense pas que ça va arriver non plus. Je pensais pas que les joueurs regardaient des séquences vidéo. Je pensais qu'ils regardaient Max et Bruno, mais bon. Une grosse partie. Une grosse partie. Pas Pig. Écoute, Ben, j'aimerais ça te parler de ton fils, Benoît Olivier. C'est un choix de deuxième ronde avec nationale en 2018 pour les Ducks d'Anaheim. Là, tu commences à être intéressant. Oui. Puis, écoute, premier choix au total dans le junior majeur en 2016. Tout un joueur de hockey, un joueur complet qui a des vraiment. Tu sais, cette année, tu vas nous en parler peut-être un peu mieux, mais je pense que sa saison Ligue américaine est en plein apprentissage, puis ça va de mieux en mieux prendre l'assurance. Il manque juste un bon agent. Puis là, il va faire pour ce prochain niveau. Oui, mais je vais. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Le papa est d'accord avec moi, hein? Je vous laisse savoir, Ben. Parce que une de mes photos préférées, un de mes meilleurs souvenirs juniors, c'est quand on gagne en 2004, puis on voit Ben Olivier pour la photo d'équipe. Il est sur il est à côté de moi, dans mes bras, puis on le voit justement à l'écran. C'est le petit bonhomme à côté du numéro 25 avec la grosse barbe. Puis là, BO, je pense qu'il y a 4 ans sur cette photo-là. Puis là, maintenant, on se retrouve avec un jeune homme de 20 ans qui est à ses débuts dans le hockey professionnel. Ah, wow, un beau souvenir de toi, Ben. Ça, c'est BO. Puis Ben. Donc, des gros moments de... des cheveux dans ce temps-là. Oui, c'était... Des cheveux, pas de lunettes. T'avais quel âge? T'avais 40 ans, peut-être? Ça doit faire... 2004. Ouais. Mais là, je sais pas. Là, retourne 18 ans en arrière, ça me fait quelque chose de même. Là, tout le monde en maths ici. 35. Ouais. 35. Ouais, ben regarde, avec mon âge environ. Donc, BO commence, là, puis... Premièrement, je sais que tu l'as coaché pendant une saison, une demi-saison, quelques semaines, Bantam, un petit peu. Ouais. Ben, j'ai 2 questions. Premièrement, est-ce que tu es fier de lui, je suis certain, de ses débuts professionnels? Deuxièmement, est-ce que tu serais capable de le coacher dans une situation de hockey professionnel? Je pense que c'est dans la Ligue américaine. Je pense que si tu coaches ton fils est le meilleur joueur de l'équipe, peut-être parce que c'est indéniable, c'est indiscutable, c'est lui le meilleur de l'équipe, il est le premier compteur de l'équipe. Si ton fils c'est McDavid, c'est Crosby, personne ne va questionner le fait que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Maintenant, je pense que tu sais, Max, tu joues en Ligue américaine, les joueurs qui sont ici, quand ils voient un gars se faire rappeler, ils sont contents pour lui, mais en même temps, ils ont tous la même pensée, pourquoi c'est pas moi? Ouais. Donc, si je le coachais en Ligue américaine, que mon fils est rappelé, pas sûr que les joueurs penseraient que papa, il a peut-être glissé un petit peu plus pour lui. C'est délicat. Fait que ça, je suis pas sûr. Puis, t'enlèves un gars du power play, puis tu mets ton gars à la place. Donc, je pense pas que c'est une situation qui est saine. Ouais. Au niveau du hockey professionnel. Puis moi, j'ai jamais vraiment voulu le coacher. J'ai jamais voulu être en arrière du banc. J'avais participé à ses entraînements au niveau Bantam. Et puis, je pense que c'est important que le joueur... Je me souviens, quand j'étais pee-wee, mon gars m'avait dit qu'il y a des jeunes dans l'équipe qui avaient dit qu'il ferait l'équipe parce que ton père coachait les Olympiques. Ouais. Puis moi, j'avais dit à mon gars, je disais, hey, inquiète-toi jamais de ça parce que moi, jamais je vais aller parler à tes coachs pour que tu fasses l'équipe. Tu peux te dire une chose, chaque équipe pour laquelle tu vas jouer, c'est parce que tu vas l'avoir mérité. Puis si t'es pas assez bon pour jouer dans le 3A, tu joueras 2A. Puis ça a toujours été comme ça. Puis je suis très fier du chemin qu'il a fait. Puis pour te conter une anecdote, Max puis Bruno, il était au camp Midget 3A, puis il y avait un camp là, que moi, je considérais désastreux.
Puis Martin Lafleur, qui était l'entraîneur, qui est toujours l'entraîneur à Gatineau, qui était mon ancien adjoint, j'avais été le voir, Martin, pour lui dire « Hey, écoute, là, je sais que moi et toi, on est chum, mais ici, c'est ton équipe, puis tu fais ton club, puis Benoît Olivier Gros, c'est un joueur comme les autres. Fait que quand tu vas faire ton équipe, là, pense pas à moi, là. Pense à ton club. Point. » Et puis, finalement, il l'avait gardé. Puis, au premier match de saison, je pense qu'il y a 2 buts, une passe. Je me suis dit, bon, OK, finalement, peut-être qu'il va être correct. mais ça m'avait soulagé parce que je trouvais qu'au camp d'entraînement, il n'y a rien qui marchait pour lui. Et puis, il y a eu une bonne saison midget, une bonne saison junior, des bonnes saisons juniors. Et puis, vraiment, cette année à San Diego, tu sais, quand tu arrives dans le hockey professionnel, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, comment le joueur va réagir, etc. À San Diego, les games sont plus tard, fait que je me couche tard quand eux autres ils jouent. Puis des fois, maintenant, là, je regarde une période, puis je regarde la suite le lendemain matin de bonne heure. Et puis, il y a un début pas facile. Je pense que dans ces 7 premiers matchs, il y a 1 point seulement. Kevin Dineen, il a vraiment fait confiance. Il l'a gardé dans des situations de jeu qui lui convenaient. Je pense qu'il l'a appris... Tu sais, il faut que tu apprennes un nouveau rôle. Ouais. Quand tu joues junior, tu joues 20-25 minutes par game junior, puis ton coach, il te laisse jouer, puis tu fais des points, puis même si tu ne joues pas de la bonne façon, tu y retournes quand même. Et puis, là, tu arrives pro, puis il y en a d'autres aussi. Donc, non, il a trouvé son chemin. Il a une très bonne première année comme recrue. Et puis, il faut que ça continue. Il a amélioré beaucoup de choses. Il y en a encore beaucoup à améliorer. Mais petit train va loin, puis on est très contents, très fiers de lui. Est-ce que c'est dur des fois? Parce qu'on le voit dans l'exemple, des fois même comme père, c'est toi qui va être la critique la plus dure. Des fois, tu le vois bien haut, mais des fois, ça peut être toi qui est la critique la plus dure parce que tu connais son potentiel. Est-ce que quand fiston appelle papa, tu es capable d'enlever ta casquette d'entraîneur puis mettre ton chapeau de papa? Puis est-ce que le dialogue est complètement différent à ce niveau-là? Aujourd'hui, j'ai aucun problème à l'enlever parce que fiston, il s'évalue très, très bien. Ça, c'est quelque chose que les joueurs de hockey, souvent, ne font pas. Mais aujourd'hui, je trouve que mon gars, il comprend ce que ça prend. Il comprend ce qu'il doit faire. Il est capable de me dire qu'il y a eu 2 buts une journée puis mais sa game a été très ordinaire. Il est capable de me dire qu'il n'y a pas eu de points, mais qu'il a très bien joué. Il est capable d'évaluer les situations. Et puis, il comprend ce qui lui manque, qu'il faut qu'il aille chercher. Donc, je pense que ça, c'est une grande qualité pour un joueur de hockey. Puis là, je le vends, c'est normal, je l'aime, c'est mon gars. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, en tant que père et en tant que coach de hockey, je me dis, mon gars, il va figurer ses affaires. Parce que, puis encore une fois, tu sais, c'est sa maturité, c'est l'environnement dans lequel il évolue. Je pense que c'est sa relation avec Kevin Dineen et Sylvain Lefebvre qui est, je pense, très bonne. C'est 2 anciens pros qui ont vu neiger. Puis je pense que c'est bon pour lui qu'il soit avec ces gars-là. Et je pense qu'il est sur la bonne track, comme on dit. Je veux venir parce que là, on parle de ton garçon, puis c'est certain que le chapeau de l'entraîneur, la casquette du papa, peu importe, ça peut être délicat. Mais il y en a un pour qui tu n'avais pas à te soucier de ça. C'était pas ton garçon, c'était ton capitaine. Je veux que tu me parles, parce que Max, c'était le cœur et l'âme des Olympiques, là, ces 2 conquêtes-là. Là. Puis des fois, il fallait que tu le piques au vif. Il fallait que tu le fasses réagir. Ouais. C'était quoi ton truc? Comment tu allais le piquer puis tu savais que tu allais sortir le meilleur de lui? Bon, attends une minute, là. Attendez-moi, là. OK. Ah ben, on a une surprise. Il s'en va chercher quelque chose. Benoît, je suis de retour. OK, il avait sa réserve. C'est quoi ça? C'est parce que là, j'ai dû changer de bureau. Fait que là, ma feuille est à l'autre bord. Moi, là... Ça, c'est Maxime Talbot qui m'a écrit une lettre. Voyons donc, Ben. Hey, en 2002. Faut que tu m'envoies une photo de ça, s'il vous plaît.
Ben, voyons donc, ce qu'un capitaine doit être, d'après moi, selon Maxime Talbot, 23 août 2002. Wow! Je savais pas que t'avais encore ça, man! Moi non plus! J'ai des frissons parce que quand je te dis en début d'entrevue, tu sais, c'est des années importantes dans la vie d'un jeune, là, quand t'es junior, là. Bien, c'est ça. Ça a marqué ma vie. Ça a marqué mon processus d'apprentissage, non seulement en tant que joueur de hockey puis de leader, mais que de personne. Parce que cette lettre-là, je vais laisser Ben la raconter, mais j'en reviens pas que t'as encore ça. Ben, c'était évident pour moi que Maxime Talbot serait notre capitaine, mais moi, je suis arrivé dans l'équipe le 26 décembre 2001. Et puis là, fait que la première année complète, Max, il avait 18 ans. Ouais. C'est ça, hein? Je suis arrivé, tu avais 17, fait que à 18. Et puis, c'était sûr qu'il serait mon capitaine dans ma tête. Ça, je n'y ai pas dit. Faut que tu le fasses travailler. Mais j'ai dit, je veux qu'il réfléchisse à ça. Parce que je dis, il va être capitaine 2 ans. Je pensais qu'on avait un très bon club de hockey. Je savais que lui, c'est un gars émotif. Puis moi aussi, je suis émotif. Puis j'étais curieux de savoir là, ce qu'il pensait. Puis j'y avais dit aussi que je voulais qu'il m'écrive une lettre parce que les écrits restent, puis les paroles s'envolent. Donc puis je voulais qu'il me marque dans ma lettre que lui, là, il était en arrière de son coach. Je sais pas s'il s'en souvient. Puis, c'était important pour moi que mon capitaine, parce que j'ai dit, moi, je me connais, je suis exigeant, ça sera pas facile à tous les jours. Puis lui, parce que Maxime, il est exigeant envers lui, mais il est exigeant envers l'équipe aussi. T'sais, ce qu'il exige de lui, il l'exigeait de ses coéquipiers aussi. Il voulait que les gars performent, qu'on gagne. Mais vraiment, cette lettre-là, je suis content de l'avoir gardée parce que je l'avais mis dans mon vieux, comment ça s'appelle, dans mon où est-ce que je mets tous mes numéros de téléphone. Ton bottin, ton vieux bottin. Dans mon bottin, en 2002. Aujourd'hui, c'était mon téléphone, c'était dans mon bottin. Mais je l'avais gardé là parce que je l'avais toujours à mon bureau. Puis, j'ai dit, si un jour j'ai besoin, je vais en sortir. Et puis, en réalité, je ne l'ai jamais sorti. Mais non, ça a été tellement des belles années pour moi. Probablement mes meilleures années de coach avec un groupe de joueurs parce que, écoute, j'ai été, j'ai pas été du monde avec eux autres. Là. J'ai poussé ce club-là. Et puis, mais moi, là, Maxime, tout à l'heure, il a parlé et il disait, ça a été important pour moi. Moi, je dis, quand j'ai rencontré Maxime Talbot, le joueur, quand tu rencontres des joueurs comme ça, tu peux penser comme coach que tu vas gagner un championnat. C'est ça l'affaire. Tous les coachs, là, ceux qui m'entendent parler des coachs aujourd'hui, là, quand ils ont les top players dans leur équipe, là, ils savent qu'ils peuvent gagner. Quand tu les as pas, tu peux pas. Ça va être plus dur. Ça va être très dur de gagner. Et moi, je me souviens d'une conversation avec Charlie Henry qu'on avait eue. Puis je disais, parce que tu te souviens, Max, en 2003, on a fait des trades, un paquet de fling-flang là, avec Mathieu Brunel, puis Smitty, qui est décédé malheureusement cet été-là. Mais on a fait des grosses transactions, puis Charlie, il disait, tabarouette, Ben, il dit, on vire le club d'abord. Puis... Mais on avait tellement confiance en Maxime, puis dans ce groupe-là, que c'est ça. Moi, je dis, on a le joueur, puis ce joueur-là, on a une chance de faire un back-to-back, puis on a été chanceux, on l'a fait. Mais ça ne serait pas arrivé sans ton leadership, puis, tu sais, ça n'a pas été rose à tous les jours. Moi, je dis toujours, quand tu joues pour moi, c'était pas drôle quand on gagnait, c'était vraiment plate quand on perdait. Mais Ben, tu dis que tu n'as pas eu à ressortir cette lettre-là de ton bureau. Et je te reprends parce que moi, je m'en souviens. Parce que j'ai écrit cette lettre-là au début de ma saison 18 ans. Et là, tout va bien, 18 ans, tout ça. 19 ans aussi, mais là, j'étais un petit peu plus confortable. T'es un peu cocky, là. Ouais. Et là, j'ai manqué un couvre-feu. En début de saison. Ça arrivait rarement. Un, tu t'es fait pogner. Un que je me suis fait prendre.
Puis qui m'attend pas le lendemain matin à l'aréna? Il dit, Max, ton bureau, Serge Haché vient me chercher. Ben veut te voir. J'arrive dans son bureau et je filais pas droit. Et il me sort la lettre que j'avais écrite un an avant. T'sais. Puis moi, dans ma tête, il avait lu la lettre, puis il l'avait jetée ou whatever. Mais là, il l'a encore, ça fait... ça fait très longtemps, de 20 ans presque. Mais il me sort la lettre jaune, puis il dit, relis ça. Lis ça fort. Puis là, je la lis, puis un bon capitaine, ça doit faire ça, respecter les règlements, puis ça. Puis il m'a regardé, il n'y avait pas rien d'autre à dire. Je suis sorti la tête basse, déçu de moi-même. Tu sais, c'est comme le menteur qui dit « Je suis pas fâché, je suis déçu. » C'est tellement pire. Hey, dans ce temps-là, là, je prenais mon char le soir, j'allais me parker en avant des pensions pour checker les gars quand ils arrivaient. Hey, fallait-tu avoir rien à faire? Fallait-tu être malade? Hey, c'est ce qu'on appelle le bonhomme 7 heures. Hey! Je me souviens, Charlie Henry me disait, tu checkes-tu les pensions? Ben oui, M. Henry, je les check, les pensions, mais je peux-tu me coucher, moi aussi, ce soir? Il dit, ouais, mais va faire un tour. Il disait ça, va faire un tour. J'y étais. Tu demanderas à Nick Fugère si je ne l'ai pas déjà pogné. Nick, je le salue en passant. Ouais, ben, tu sais, justement, dans cette entrevue-là, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, on parle de nos souvenirs et tout ça, puis les équipes qu'on avait, on était chanceux, hein, parce que, tu sais, tous les joueurs aussi ont embarqué, puis on était bien supportés par tout le monde. C'est des années, là, tu sais, pour moi, qui ont vraiment changé ma vie, parce que tu sors de là, puis tu gagnes 2 championnats, t'as un Benoît Gros qui va te dire aussi, qui te prépare au pro. Tu sais, c'est ça. Puis je regardais les moins de 18 ans hier, puis ça me rappelait des choses, parce que j'ai regardé un Connor Roulette, qui est le meilleur dans son équipe, dans la Ligue de l'Ouest. Puis là, il arrive dans les moins de 18 ans, puis il se rend compte, OK, il faut que tu t'ajustes. Mais lui, il va s'ajuster pendant le tournoi. Moi, Benoît Gros m'avait préparé à ça, préparé à arriver dans la Ligue nationale. Il dit, attends un peu, là. Tu peux marquer 100 buts junior, là, 100 points junior, là, mais c'est pas de même sur le Ligue nationale. Donc, c'est ça. J'aimerais te remercier, Ben. Ben écoute, ça c'est ma job. C'est ma job, c'est quoi? Il y a une chose que on parlait auparavant là, du coach café. Et puis une des choses que j'ai retenues de tous les coachs qui étaient là-dessus, là, dans les coachs de la Ligue nationale, là, qui disaient, tu sais, c'est important de parler à ces joueurs au quotidien. Puis, s'il y a une chose que je suis fier d'avoir développée au fil des ans, c'est vraiment ma communication avec les joueurs. Tu sais, je me suis rendu compte à un moment donné que ma communication avec les joueurs devait s'améliorer. Puis, j'ai fait des grands ajustements. Puis, les coachs qui disaient, c'est que quand ça va bien, oui, tu peux le dire, mais quand ça va mal, il faut savoir le dire aussi. Puis, il faut savoir le dire de la bonne façon. Et puis, je pense que souvent, il y a beaucoup de coachs qui vont passer l'éponge parce que c'est le meilleur joueur, parce que tu as peur de froisser l'ego des uns ou des autres. Puis, eux, ces gars-là, ce qu'ils disaient, c'est que l'important, c'est de la façon de véhiculer ton message et puis le ton que tu vas employer avec les joueurs. C'est sûr qu'aujourd'hui, mon ton, Max, sera différent de celui que j'avais 18 ans passés, il n'y a aucun doute. Mais j'ai appris de ça. Et puis, donc, le ton, c'est important, de véhiculer le bon message, que les joueurs sachent que c'est une équipe. Et puis, tu sais, en arrière de moi, ici, le Team First, c'est quelque chose chez nous qui est très important. Et puis, je pense que ça fait partie de l'apprentissage de se faire dire certaines choses. Il n'y a personne qui est parfait. Puis, tu sais, moi, je peux vous dire une chose, quand mon GM, il n'est pas content, il me le dit aussi. Donc, on a tous des comptes à régler. On a tous... il faut s'améliorer. Et puis, je pense que l'important, c'est d'avoir l'esprit ouvert, le growth mindset, comme on dit, puis d'avoir l'esprit ouvert, puis de continuer à aller de l'avant. Justement, je prône ça. Tout se dit, c'est la façon de le dire. Ça, j'adore ça. Ouais. Et tu l'as dit, ça l'a tellement évolué. Quand tu repenses à ça, parce que tu as joué à un moment où c'était comme ça, là, ça marchait avec des coups de pied aux fesses puis les claques en arrière de la tête si ça ne fonctionnait pas. Tu commences dans le coaching. Je me rappelle, mon temps junior, c'était comme ça. C'était très dur. Puis là, on voit les histoires qui ressortent.
Moi, j'aime pas qu'on mette un entraîneur ou un leader dans le monde du sport sur la place publique pour ce qu'il y a fait jadis, parce qu'il y a une époque où la façon de communiquer était différente. Ça a beaucoup évolué. Mais toi, comme entraîneur, qui t'a aidé justement à évoluer là-dedans? Parce que tu développes tes systèmes, tu en apprends, tu échanges sur l'évolution du sport, mais l'évolution du côté communication, est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont venus t'aider justement à... Parce que tu es d'une place où il faut que ça soit demandant, puis il faut que tu aies des résultats, puis tu as le droit de demander quelque chose de tes joueurs, mais la façon de le faire évolue. Qui t'aidait là-dedans? Bien, écoute, je pense qu'il n'y a pas nécessairement une personne qui m'a aidé là-dedans. Je pense qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut que tu grandisses comme personne. Je pense que c'est un examen de confiance, de conscience que j'ai fait moi-même, à savoir que si je voulais continuer à coacher, aller dans le hockey professionnel, je devais garder mon identité comme coach. Mais j'avais peut-être des ajustements à faire. C'est sûr que Julien Brisebois, on a eu une couple de discussions là-dessus, puis il m'a aidé à grandir là-dedans. Et puis, je pense que c'est important de dire les choses, mais de les dire de la bonne façon. Je pense que si je fais un retour sur ma carrière dans le passé, je les ai peut-être dit trop souvent de la mauvaise façon. Et puis, mais, tu sais, je me souviens quand j'ai été engagé comme coach, la première question qu'on me posait, c'était on ne sait pas si tu vas être assez tough coacher notre club. C'était, puis dans le temps que moi je jouais, je me souviens, un match, on a mangé une raclée, puis un de mes coachs m'avait dit si tu penses que tu as bien joué, tu peux prendre le poulet Saint-Hubert. Si tu penses que tu n'as pas bien joué, prends-le pas. Je peux te dire que c'était un petit peu gênant de le prendre. Quand t'es parti de 9-0, c'est un peu gênant de prendre le poulet. Mais tout ça pour dire que je pense que mon évolution, c'est une prise de conscience personnelle, à savoir que les choses évoluent. Est-ce que tu veux, toi, évoluer? Est-ce que tu veux continuer à coacher? Est-ce que tu veux continuer à avoir du succès? Puis, comme je dis, Julien Brisebois, sans l'ombre d'un doute, qui a été une grande influence pour moi dans ce domaine-là. Gilles Bouchard, la même chose. Gilles, je pense que Gilles et moi, on a beaucoup de similitudes. On est des gars assez intenses, merci. Si tu demandais aux joueurs à Syracuse, quand Ben et Gilles sont sur la glace, ils n'ont pas trop de break. Mais, parce qu'on voit les choses de la même façon, mais Gilles, c'est un gars qui a une très, très bonne communication avec les joueurs. Et puis, j'ai appris de ça aussi. Donc, moi, aujourd'hui, ma façon de voir les choses, puis je le dis souvent à mes joueurs, j'espère que je vais avoir 70 ans, puis qu'à 70 ans, puis ça, je reprends un peu une phrase que Clément Jaudoin m'a déjà dit, que Clem, je salue en passant. Clément, je me souviens, il m'avait dit en 2000, c'était ma première année de coaching, que si tu voulais apprendre, tu pouvais apprendre à tous les jours. Et puis, à cette époque-là, je pensais que Clem était dans le champ. Je voyais, on apprend tous les jours. C'est une belle phrase, puis c'est tout. Aujourd'hui, 53 ans, 21 ans plus tard, c'est pour ça que je le salue, Clem, parce que je ne l'ai pas oublié ce qu'il a dit. Puis je le sais qu'il a raison. Parce que apprendre, c'est partout. C'est pas seulement à l'aréna, c'est partout dans ta vie. Puis on peut apprendre des choses continuellement. On peut s'inspirer des gens, inspirer les gens continuellement. Et puis, je pense que c'est une combinaison de toutes ces choses-là qui fait que, tu sais, quand je mentionne old school, new school, je dois être moi-même, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma façon de faire pour le mieux. Et puis, je suis très fier de ça. Je renie pas mon passé aucunement, mais je suis très fier de ça parce que j'ai appris.
Mais Ben, en parlant d'inspiration, tu m'as inspiré beaucoup, puis merci beaucoup. Ça fait 20 ans que nos chemins se sont croisés, puis je t'en remercie beaucoup. Donc, merci d'avoir pris le temps aussi. C'était super intéressant. Puis on te souhaite une bonne fin de saison, puis un bon retour au Québec. Je vais t'emmener ta lettre cet été au barbecue. Yes! J'ai hâte de lire ça. On se fumera un petit cigare. All right. Merci. Merci, bonne chance, Ben. OK, merci, les gars. Bye-bye. Wow, au barbecue. On a des beaux barbecues ensemble, une ou deux fois par été. Puis, tu sais, comme je l'ai dit en entrée d'entrevue, il y a des gens comme ça qui vont marquer ta vie. Puis, ça n'a pas été le seul coach. Tu sais, les entraîneurs, les professeurs, on dit souvent, ils ont un rôle extrêmement important dans la vie des jeunes. Et moi, Benoît Groux, que ce soit Michel Terrien, Dan Basma, dans les années importantes dans ma vie, ils ont toujours été là. Plus que mes professeurs, c'était mes coachs. Puis, merci beaucoup. Donc, c'était très intéressant. C'est vrai que comme rôle, comme tu mentionnes, professeur ou les entraîneurs, ça commence à un niveau très bas où c'est tellement une influence parce que tu es en train de découvrir sur toi-même, tu es en train de découvrir sur ton sport, c'est quelqu'un qui t'aide à repousser tes limites. Ça marque. Puis cette personne-là a une grande responsabilité à travers tout ça. Puis les valeurs qu'elle va essayer d'inculquer, c'est des valeurs que tu vas promener le restant de ta vie. Fait que bien content. Bien content. Ça a bien viré. Oui. Mais je suis certain, je connais son intensité, puis je connais la tienne avec deux gars émotifs dans le même. Des fois, ça devait faire des flamèches. Oui, mais tu sais, il y a des joueurs qui ont joué pour lui qui l'ont trouvé extrêmement difficile, mais moi, ça fonctionnait avec moi. Tu sais, quand il y a eu toutes les choses d'entraîneur, maintenant avec Babcock et tout ça, c'était toujours dans l'optique de pousser pour avoir un résultat, puis pour influencer. Puis quand tu es un joueur qui est capable de le prendre, et c'est là, il y a des gens qui sont plus fragiles, il y en a qui sont capables de le prendre. Moi, ça a toujours fonctionné avec moi. Alors, je le prenais, j'étais fâché, ça me faisait réagir, et là, je performais mieux. Mais c'était pas, tu sais, je me suis jamais senti intimidé ou quelque chose comme ça. C'était, il est là, la laisse est courte, puis donne ce que tu veux, puis défonce-toi. Puis ça fait que, comme on dit, là, je pense que tu peux ressentir la reconnaissance dans ma voix là, quand je parle de Benoît Groux. Puis quand il t'avait pogné pour le couvre-feu, là, est-ce que tu l'avais vu, son auto, là, ou tu savais pas jusqu'au lendemain que tu étais coupable? Bien, cette situation-là, en particulier, c'était ma pension qui avait appelé l'entraîneur. Ah, bien, ça faisait... Quelques fois? Ben, il faut définir le mot « quelque ». T'étais un peu trop confiant. Salut Jean Céline. C'est pour ça que tu avais tout le temps des deuxièmes moitiés de saison excellentes, mais la première moitié, c'était un peu plus tranquille. Oui. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. Super intéressant. Et la semaine prochaine, j'ai déjà hâte de te parler pour l'autre section entrevue, Bruno. Ben oui, mais la semaine prochaine, on revient sur toutes les fois que tu as sauté le couvre-feu. Tu nous expliques, tu nous racontes tes soirées. C'est bon? Merci tout le monde. Bye.